Entre grève des enseignants, manifestations au parc de Mabembet, accident de la circulation, perversion en milieu scolaire, discours de haine, propos tribalistes sur les réseaux sociaux, tout y passe. Tous les secteurs subissent quelques secousses dans les 10 régions du Cameroun. Qu'est-ce qui peut justifier ces remous dans différents secteurs d'activité au Cameroun? La thématique centrale du débrief de l'actualité de ce soir. Climat social, comment la peser. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur Canal 2 International pour ce rendez-vous, j'appelle ça rendez-vous de la nourriture spirituelle ou intellectuelle. Yves Abama, bonsoir. Bonsoir Alil, bonsoir à tes nombreux téléspectateurs, bonsoir aux différents co-panélistes. Je suis heureux de retrouver votre plateau et je suis très heureux, doublement plus heureux de vous voir de retour. Doublement heureux. Doublement heureux, vous nous avez manqué, il faut le dire. Sans aucune... Pardon? Pas d'intention? Non, non. Et puis même si j'en avais... Parce qu'on peut interpréter ça autrement à la maison. Hein? Même si j'en avais non à la maison, c'est sérieux quand même. Alors c'est un jour exceptionnel pour vous, pour le Cameroun. Nous sommes le 13 février 2025 et le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, souffle sur sa 92e bougie. Il y a des activités en cours dans toutes les régions du Cameroun, notamment à San-Mélima, mais aussi au Palais des Sports de Yaoundé avec les différents représentants personnels du chef de l'État. Vous avez Samuel Vondo Ayolo du cabinet civil au niveau de San-Mélima et Ferdinand Ngongo au niveau du Palais des Sports. Alors, c'est un moment exceptionnel pour le Camerounais, le militant du RDPC que vous êtes. Oui, c'est un moment exceptionnel pour le militant du RDPC que je suis, mais c'est un moment exceptionnel pour tout Camerounais parce que nous célébrons là le 92e anniversaire de l'homme qui a conduit le pays où il est aujourd'hui, à savoir un pays démocratique, un pays qui économiquement ne se porte pas si mal, un pays qui a réussi à se faire sa voix dans le Conseil des Nations. Donc nous sommes heureux de lui dire joyeux anniversaire, Monsieur le Président. Nous sommes heureux de lui souhaiter longue vie et de vouloir qu'il donne encore plus que ce qu'il a donné jusqu'à présent. Il a été présenté aujourd'hui à San-Mélima comme Moïse, qui a fait de grandes choses. Il pourrait être oui, vous savez, et là, selon les hommes de Dieu. Et là, c'est le cœur qui parle. Hein, c'est le cœur qui parle, même s'ils sont les hommes de Dieu. On essaie de voir ce qu'il a eu au départ. On essaie de voir ce qu'il y avait comme obstacle. On essaie de voir le chemin parcouru et on se dit quand même il fallait le faire. Que l'âge n'est pas un obstacle. Non, vous savez, j'aime me rappeler aux uns aux autres le propos d'un général américain, Douglas MacArthur, qui disait que en réalité, la jeunesse n'est pas une période de la vie. Il dit que c'est un état d'esprit, c'est un effet de la volonté, c'est une qualité de l'imagination, c'est une intensité émotive, c'est la victoire du courage sur la timidité et du goût de l'aventure sur l'amour du confort. On ne vieillit pas parce qu'on a passé un nombre d'années sur Terre. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Donc, vous allez voir que le président Biya n'a pas déserté son idéal. Celui qui est de servir, il l'a gardé. Et ça fait que mentalement, il a des réflexes qui peuvent être considérés comme des réflexes de jeunes. Ben, maintenant, on ne va pas quand même dire qu'un monsieur de 92 ans est un jeune de 30 ans, mais on va dire que c'est un monsieur qui est resté connecté à son époque. Et pour cela, on lui dit joyeux anniversaire, on en attend encore de sa part. Joyeux anniversaire au Nomgui Jonathan Batengene, panafricaniste dans l'âme. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Piedjou, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Vous savez, c'est toujours un plaisir que d'être ici. Bonsoir, Monsieur Abama, bonsoir à d'autres companélistes qui sont déjà ici ou bien d'autres qui sont encore en train. Vous devez les excuses aux téléspectateurs du débrief de l'actualité. Oui, je leur dois des excuses pour avoir manqué la semaine dernière un programme ô combien intéressant. Et je m'en veux de n'avoir pas pu me retrouver ici. Mais vous savez que c'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. D'accord. Et je tiens à leur présenter toutes mes excuses. Vous êtes concerné par le 14 février demain, le fête de l'amour? Vous savez, tout être humain. C'est l'actualité. Nous, panafricanistes, nous choisissons les fêtes auxquelles nous accordons de l'importance. 14 février n'est pas une fête spéciale pour un Africain. L'amour se célèbre tous les jours. Et nous encourageons les Africains. Pour vous soustraire quelque chose?
Vous ne posez pas les questions ici. Allez, Nous encourageons ne vous les laissez pas Africains dire. à célébrer l'amour tous les jours. Chaque jour est une occasion de montrer à celle, au singulier comme au pluriel, hein, parce que quand on est en Afrique, c'est dans les deux sens, soit au singulier, soit au pluriel. À celles qu'on aime, D'accord. que effectivement elles occupent une place, ou elles occupent une place de choix dans notre cœur. Vous avez souhaité joyeux anniversaire en tant que panafricaniste à l'homme du renouveau, au père de la nation, qui a bénéficié de cette grâce-là d'être debout à 92 ans et qui est honoré un peu partout dans le Cameroun. Et peut-être aussi à l'international, Oui, s'il faut bien s'en sûr, tenir bien sûr. au discours élogieux du président Laurent Koudou-Gbagbo à son égard, parlant de sa sagesse. Mais oui, nous lui disons joyeux anniversaire sans autre mesure. Il ne faut pas tomber dans un discours laudateur. C'est une grâce que de vivre aussi longtemps. C'est aussi la preuve que lorsqu'on a une bonne hygiène de vie et que lorsqu'on a On est béni de Dieu aussi. Hein? Oui, et qu'on a réussi certaines choses. On peut vivre longtemps. Beaucoup de gens spéculent sur sa santé. Tout le monde a vu qu'il est en très bonne santé. Nous aussi, c'est la preuve que c'est un homme qui a reçu une grâce particulière dans sa vie et qu'il mérite de continuer à la partager avec les Camerounais. André-Marie Biboum, président de l'association Afrique sans sang. Bonsoir. Bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes et surtout bonsoir à cette population de arrondissement de Nyanon dans le département de la Sanaga-Maritime qui nous suivent tous les jours, tous les soirs, je voudrais dire, qui sont très accros à cette émission que nous ne présentons plus, qui, une fois de plus, m'ont demandé d'adresser un bonsoir particulier à la présentatrice Lille Pidou. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Des gros bisous, hein, puisqu'on est dans le mois de la jeunesse et de l'amour. Alors, aujourd'hui, on a profité de l'anniversaire du chef de l'État pour lui demander de se représenter. Ça va, non? Je voudrais tout d'abord dire... c'est comme un cadeau d'anniversaire. Merci au Seigneur. C'est pas pour faire rentrer, n'est-ce pas, dans le sillage politique, mais je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'avoir des patriarches, je voudrais bien dire, des patriarches de cet âge en train de diriger une nation comme le président Biya, c'est une grâce pour notre nation. Au-delà, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut considérer autour de la personne comme politique, mais je dis déjà, c'est une grâce pour le Cameroun d'avoir un patriarche de 92 ans debout, qui tient encore des discours en tant que patriarche qui donne des conseils à ses arrière-petits-fils. Je voudrais bien le préciser, à ses arrière-petits-fils, c'est une grâce. Et je prie le Seigneur de continuer à le bénir, à lui donner la force de nous léguer un héritage positif. D'accord. Je pèse bien mes mots, positif, parce que nous souhaiterions voir un Cameroun, après Paul Biya, être un Cameroun pour vivre, où le vivre ensemble est pleinement appliqué au quotidien, afin que, n'est-ce pas, nous puissions, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sentir des frères et sœurs. D'accord. Bon anniversaire, Monsieur le Président de la République. Bon anniversaire, Papa Paul Biya. Et moi, je suis impressionnée par l'homme avec toute sa splendeur, c'est-à-dire que ces deux derniers discours, il n'avait pas ses lunettes. Oui. Les deux derniers discours, il a lu véritablement ces discours sans les lunettes, ce qui est rare. Oui, sa gestuelle même, il est voilà, donc vraiment c'est une grâce et on attend les images de la coupure du gâteau. Naturellement, on va nous envoyer les images du gâteau. Et... certainement, et une part pour nous parce aussi. Parce qu'il ne s'agit pas là du président du RDPC, non. Mais il s'agit du patriarche. Je ne parle même plus du chef de l'État, il s'agit du patriarche du Cameroun. Je ne parle pas du président de la République, je parle du patriarche du Cameroun et nous devons l'accompagner dans la célébration de ce grand événement. Et il y a des populations qui ont demandé une salutation particulière ce jeudi. C'est la population de la ville de Pitoa avec le maire Yirima Dewa.
qui regardent ce programme aujourd'hui de la part donc de Léopold Ngonji, qui nous regarde donc ce soir et que vous connaissez certainement, Yves Abama et les autres sur ce plateau. Alors on va prendre également cette actualité. Il y a eu un accident mortel hier soir du côté de Bonabéry où on parle de plusieurs morts et des blessés, encore des camions impliqués. En quelques mots, Yves Abama, c'est compliqué. Finalement, quelle est la potion magique pour éviter des accidents de la circulation dans nos grandes villes et avec l'implication des camions, des gros porteurs? Je ne sais pas s'il y aura une solution miracle pour éviter définitivement ces accidents. Moi, je les considère déjà comme un fait de société. Bon, il suffit de vous placer au bord de la route pour voir comment les uns et les autres se conduisent et vous comprenez que c'est difficile qu'on arrive à les éradiquer de manière définitive. Maintenant, pour la question des gros porteurs, je pense qu'il y avait des interdictions qui demandaient de rouler à certaines heures. Je ne sais pas si ces interdictions sont respectées. Je ne sais pas si les responsables sur le terrain veillent à ce qu'elles le soient, parce que ça ne sert à rien de poser des principes qu'on ne respecte pas et dont on ne suit pas l'application sur le terrain. Parce que on va dire oui, il y aura toujours des accidents, mais quand on se rappelle que tel accident est arrivé parce que tel véhicule qui ne devait pas être en train de circuler à telle heure était en circulation, on peut se dire que là, il y a eu des morts de trop et vraiment que certains responsables se mettent vraiment au travail, que chacun essaye de faire son travail à l'endroit où il est. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées et prompt rétablissement aux blessés qui sont à l'hôpital à Cantigny de Douala, géré de main de maître par la directrice que nous connaissons tous, Marie-Solange Ndom. Donc, beaucoup de courage de ce côté-là. Ça fait partie des petites zones de tension dans notre pays. On citait tout à l'heure une grève des enseignants annoncée. C'est une manifestation au parc de Mabembe où se trouve actuellement le ministre de l'administration territoriale, le premier ministre ou le SGPR. Entre les deux, quelqu'un des deux est attendu de l'autre côté dans l'extrême nord pour calmer ces tensions. Est-ce que vous pouvez comprendre le moment précis où on a des petites poches de tension comme ça dans le pays, Jonathan? Effectivement, le Cameroun traverse un moment assez délicat. C'est une année électorale, année des présidentielles. C'est souvent le moment pendant lequel, quand vous prenez l'histoire politique du Cameroun, c'est le moment pendant lequel la tension monte de partout dans le Cameroun. Si vous prenez par exemple en 92 avec la libéralisation, on a eu des moments très intenses de mouvements sociaux dans les villes camerounaises. Peut-être actuellement c'est pas la même ampleur, c'était des revendications assez fortes, encore que là on parlait du vent de l'Est, les gens demandaient même conférence nationale souveraine. Ça a été assez intense. Vous prenez également 97, avant les élections de 97, il y a eu toujours cette ambiance sociale qui était assez électrique. Finalement, l'opposition qui est allée jusqu'à boycotter, croyant que ça allait être un veto sur la vie politique. Ça a malheureusement débouché sur une sorte d'embolie du parti au pouvoir. 2004, vous regardez également l'élection présidentielle, l'année électorale, les mouvements sociaux sont enclenchés. 2011, c'est pareil, on a pratiquement la même ambiance. 2018, je ne vous refais pas le film, vous avez vu les mouvements sociaux, la jeunesse qui était en ébullition. Il y avait plusieurs mouvements, c'était les inscriptions sur les listes électorales qui étaient là le cristalliseur de la vie politique. Donc, c'est un élément qui est récurrent dans la vie politique camerounaise. La veille des présidentielles, il y a toujours un ensemble de revendications qui prennent davantage dans la population. Il y a des acteurs qui essayent de bousculer pour faire bouger le pays et créer sur le plan politique une sorte d'alerte. Parfois, ces acteurs préparent des ralliements en faveur de l'opposition. Donc, on est dans une dynamique normale. Maintenant, la question n'est pas tant pourquoi ces tensions actuellement, c'est dans le cadre, par exemple, des enseignants, pourquoi est-ce que ce genre de problème perdure? Parce que certainement, les solutions qui sont apportées jusqu'à présent
sont des solutions circonstancielles. Il n'y a pas de solutions durables à certains problèmes qui sont actuellement posés. C'est pourquoi certains acteurs peuvent trouver intérêt à les insérer dans le timing des présidentielles. Quand vous parlez de la question des enseignants, vous avez suivi, c'est pas le professeur Abba Oyono qui vous a parlé par exemple de la dette académique. La dette académique, elle est encore courante. Pourtant, il avait été annoncé qu'elle serait épongée en décembre 2024. Donc, si les enseignants se retrouvent à gréver, alors qu'on avait des promesses fermes à la fin d'année 2024, en fait, c'est la faute à ceux qui géraient ce problème. Donc, les acteurs qui ont en charge de gérer un certain nombre de questions auraient dû les évacuer en temps opportun pour éviter que cet élément, cet invariant de la vie politique ne refasse surface avec autant d'ampleur que vous le décriez. Amatoukour Gandhi, élu du Mayo Tanaga, cadre au PCAN, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Il faut dire que vous venez de Yaoundé. Pour oui, je suis de Yaoundé. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes copalénistes. C'est vrai que j'accuse un retard. Je présente mes excuses à vous et à vos nombreux téléspectateurs. C'est la semaine de l'amour et on a plein dans l'amour, donc on pardonne facilement. Donc rassurez-vous, les téléspectateurs, vous êtes pardonnés. Alors pour vous, comment est-ce que vous analysez un peu le climat, surtout pour le cas des manifestations au parc de Mabembel, dans la région de l'extrême nord? C'est la première fois qu'on voit des populations aussi téméraires qui revendiquent finalement leur autorité au point de séquestrer même le numéro 1 de la région. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'actualité qui s'est déroulée du côté du Mayo Kani, précisément dans l'arrondissement de Guidigis. Ces genres de manifestations ont toujours existé. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et parfois, on a l'impression que c'est des gens qui provoquent. En réalité, ce n'est pas des gens qui provoquent. C'est-à-dire c'est juste l'émanation du bas peuple qui souffre. C'est une façon pour eux de s'exprimer. Et vous allez constater, ce n'est pas la première fois du côté de l'extrême nord que ces genres de manifestations ont eu lieu. Que ce soit du côté du Mayo Sava, que ce soit dans le Logoné-Chari, que ce soit dans le Mayo Tchanaga où je suis originaire. Vous avez toujours ces foyers de tension. Parfois, la population est prise au piège. En face, il n'y a pas un interlocuteur. Du coup, sur des questions que nous savons tous, sur des questions basiques. Mais pour le cas précis, les populations sont contre l'installation de ce parc national-là. Et pourtant, il y a un décret du Premier ministre qui montre que ce sera bénéfique pour la population. Non. Pourquoi maintenant? Pourtant, le décret est signé il y a fort longtemps. Justement, il faut donc comprendre, si le décret existait depuis longtemps, pourquoi depuis l'année où il y avait le décret, il n'y avait pas eu cette implantation du parc qu'il voulait faire? Pourquoi maintenant? Peut-être 10 ans après. Il faut questionner autant, il faut trouver des éléments de réponse. Pourquoi aller choisir? Est-ce que vous êtes sûr, dans cette procédure, tout a été respecté dans les règles de l'art? Est-ce que ce n'est pas les élites politiques qui tirent les ficelles dans l'ombre? Il y a plusieurs questions qu'il faut voir. Parfois, nous, ce qui nous écoeure, c'est quand le peuple n'arrive plus à s'exprimer et que les administrateurs ne veulent pas écouter. Généralement, voici des crises de tension. C'est-à-dire, le peuple sait effectivement, soit le peuple est pris au piège, on leur brandit toute une armada administrative avec le gouverneur, avec son état-major. Et parfois, les explications ne tiennent pas la route, comme on dit souvent au quartier. C'est-à-dire, on ne les imprègne pas de la situation, on ne les édifie pas du bien fondé d'un parc qu'ils veulent créer. On ne les implique même pas. On ne les implique pas, justement, c'est ça le problème. Du coup, vous avez du répondant en face. Et c'est normal, la réaction que vous avez vue, que nous avons tous suivie, c'est la réaction d'un peuple qui est complètement désorienté, qui est abandonné. Il y a tellement de revendications, surtout dans la partie septentrionale. De l'autre côté, même dans d'autres régions du Cameroun, nous suivons l'actualité, nous voyons. Malheureusement, c'est des crises sociales que la majorité, c'est-à-dire nos gouvernants, ne prennent pas en considération parfois les revendications de ce peuple. À un certain moment, on a envie de dire à ceux qui nous suivent et même ceux qui ont le pouvoir de décider
que ce n'est pas à tort et à travers qu'il faut prendre des décisions. Par exemple, une crise comme celle-ci, ça ne nécessite pas qu'on prenne en otage le numéro 1 de la région. Vous comprenez? Il faut donc aller dans l'apaisement. Et quand vous interrogez parfois ce peuple, vous verrez que les raisons sont fondées. Ils ne se sont pas levés un bon matin pour aller revendiquer des choses qui n'existent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas certainement consultés. Et quand on n'est pas consulté, on vient vous arracher la terre. Tout ce que nous possédons, c'est la terre. La terre, c'est le premier élément qui déclenche tout. C'est le déclencheur dans toutes les sociétés, dans tous les pays du monde. Quand on vous arrache vos terres, mais finalement, on vous dépossède de tout. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, cet incident, on n'a pas pu éviter. Bon, maintenant, on est à l'apaisement. On espère bien qu'il y aura vraiment un apaisement. Mais on se rend compte justement dans cette période de tension, il n'y a pas de discours d'apaisement. On appelle ces gens-là des drogués. On a des mots assez forts pour présenter ces uns et les autres qui revendiquent leurs droits et ça alimente de plus en plus la tension sociale. Non, moi, je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas de discours d'apaisement. J'ai suivi une attitude du ministre de l'administration territoriale de ce côté. Et je me suis rendu compte. Il avait des mots durs, hein? Oui, il a qualifié ces gens-là. Les mots durs. Et même la menace du gouverneur en disant qu'on va vous arrêter si vous continuez comme ça et tout. Les mots durs, c'est à l'endroit de ceux qui s'obstinent parfois à braver l'autorité de l'État. Parce que nous allons tout dire. Je suis d'accord avec mon compatriote du PCN pour un certain nombre de choses parce que j'estime que au préalable, quand on prépare ce genre de choses, il faut impliquer les populations. C'est pour ça que je lui ai prêté un mot tout à l'heure, l'implication des populations. Ce serait bien que les populations soient impliquées dans ce genre de projet pour éviter ce genre de situation. Mais je dis que quand on a un décret du Premier ministre, on a un projet qu'on conduit depuis et qui est en phase d'implémentation et que les populations s'en rendent compte, la bravade n'est pas la solution idoine. Et face à la bravade, l'autorité ne peut pas venir en position de faiblesse. Parfois, l'autorité est obligée de lever le ton. Voyez, donc je peux comprendre que dans ça peut radicaliser en face, cette perspective-là, ça peut radicaliser comme ça doit ramener l'ordre. Et je pense que ce ton-là, quelque part, a contribué à ramener de l'ordre parce que nos populations doivent être rassurées de savoir qu'on a comme encadreur des personnes qui en même temps peuvent utiliser le bâton, mais qui aussi savent manier la carotte parce que le tout n'est pas de dire, bon, allez vous coucher, il n'y a rien, non. On peut venir, on gronde, et après avoir grondé, on s'assied, on discute. Voyez, donc c'est un peu ça. Et je suis pas, il y a un autre point sur lequel je suis pas d'accord avec lui aussi, c'est de dire que ces crises sont multiformes, c'est comme si on avait abandonné les populations. Et je reprends mon compte de développement que Jonathan a fait tout à l'heure pour vous dire que nous sommes en année électorale. Or, c'est l'année électorale qui cristallise toutes les revendications. Les uns et les autres se disent que ce que je n'aurais pas pu obtenir il y a 2-3 ans, en année électorale, on va m'écouter, on va me le donner. C'est pour ça que vous allez voir que de part et d'autre, ça pousse. Pour le cas, la crise des enseignants, par exemple, je vais dire que là, elle est un peu particulière hein, pour les raisons qu'il a également données, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui avaient été annoncées. Bon, peut-être qu'il y a des communications qui viendront nous dire pourquoi jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Mais pour les autres cas, vraiment, c'est l'élection. Et vous savez que mon compatriote du PCN qui parle, je ne m'attendais pas à ce qu'il dise autre chose, hein, opposant de son État. Il viendra nous dire que non, c'est parce qu'on a abandonné, c'est parce qu'on a fait ci ou ça. Non, c'est que les uns et les autres estiment que nous sommes en période de marché politique. Il y en a qui veulent voir le pays aller dans un certain sens pour mieux dire aux populations que, OK, voilà, ces gens n'ont pas pu vous donner ce qu'ils devaient vous donner. Nous, mettez-nous à leur place, on va vous donner le lait, le miel, on fera du Cameroun un paradis. C'est un peu normal. Mais dans l'ensemble, tel qu'il a balisé le chemin depuis, il est allé depuis 97, voilà, depuis 92, il a balisé le chemin, il a essayé de vous montrer que, en réalité, ce sont des phénomènes répétitifs. Maintenant, la question, c'est comment on gère. Il faut qu'on gère de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégénérescence. Oui. Au-delà de ce qu'on pourrait dire la main noire hein, ou de la manipulation en période électorale, on peut quand même avoir des facteurs qui contribuent à l'aggravation du climat social actuel. Lille, je voudrais dire, quand on parle de tension sociale,
il y a le mal-être, il y a le malaise social. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Ne faisons pas comme si... Moi, je voudrais un peu me déconnecter de cet esprit où on se dit c'est parce qu'on est dans l'année électorale. Comme si depuis 2018 à 2025, il n'y a pas eu de tension sociale dans ce pays. Je dirais non. Le peuple camerounais, ou alors les Camerounais, ont-ils vraiment à ce jour des préoccupations qui pourraient les amener, lorsque ces préoccupations ne sont pas solutionnées, se révolter? C'est là le nœud du problème. Parce que toutes ces personnes qui se sont levées, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest, que ce soit dans le littoral ou ailleurs. On a vu à Cotin dernièrement, on a vu à Mokolo, à Yaoundé. Ça démontre à suffisance qu'il y a des problèmes sérieux qu'il faut prendre en considération, et parce qu'il n'y a pas l'élément clé qu'on appelle l'élément d'anticipation, le dialogue. Les anglo-saxons appellent ça lack of communication. Tant qu'il n'y a pas le dialogue, on ne peut qu'arriver à ce stade. Le chef de l'État a signé un décret. C'est un projet. Est-ce que les autorités locales ont pris le temps de convoquer les populations, de leur expliquer le bien fondé de ce projet? Je crois que si on le leur avait expliqué, on n'en serait pas là. Parce que une population, je prends par exemple le projet de prolongement du port sec, du port autonome de Douala pour Nisolé. Je crois qu'à un moment, il y a eu des petites secousses. Pourquoi ça s'est calmé? Certainement, il y a eu un rapprochement entre les responsables du port autonome de Douala et les populations de Moussolé. Et aujourd'hui, c'est calme. Je pense que c'est ce qui manque le plus souvent, le dialogue. Et ce dialogue, lorsqu'il est bien structuré, lorsqu'on parle aux populations du bien fondé d'un tel projet, ça ne devrait plus nous amener à de telles tensions. Parce qu'une tension, quand on prend par exemple, j'ai toujours convoqué la crise de 2008 au Cameroun. La fin? Ce n'était pas la crise de la faim, je suis désolé. Et j'ai toujours dit, ceux qui ont donné l'impression au président de la République que c'est la crise de la faim, je dis non. On est parti de la hausse du prix du carburant à la pompe et ça a dégénéré en tout cela. Malheureusement pour nous, le discours qu'on a demandé, ou alors que le président nous a servi, c'était que c'est la crise de la faim. Que non. Tout est parti au B à bas, c'est-à-dire la hausse, avec la crise du prix du carburant à la pompe. C'est parti avec la grève des camionneurs. Ça s'est enchaîné avec les transporteurs interurbains et tout et tout. Et donc les badauds ont profité. Donc je voudrais dire, aujourd'hui, on est lancé dans une situation où le pays est en train de connaître des tensions, mais ces tensions peuvent trouver des solutions. Avec les élus locaux qui peuvent se rapprocher des populations et leur parler. Moi, je suis très embêté de savoir qu'en Côte, il y a eu des morts. Au nord, on a pris en otage le chef de l'État. Je dis bien, je pèse mes mots. On a pris en otage le chef de l'État et c'est pas bon à voir. Parce que le gouverneur, c'est qui? C'est ce qu'on nous a, le B.A.B.A. qu'on nous a appris à l'école, c'est le représentant de l'État. D'accord. Et on se souvient l'année dernière, Madame Nil Pidjou, l'image m'est toujours revenue. Une élite, une sommité du Sud. Le ministre d'État Fameux Nongo a été bousculé par la jeunesse du Sud. Bousculé. C'est aussi l'expression de la démocratie. Bousculé. Donc non, je parle bien de cela. Pourquoi? Parce que certainement, ces jeunes n'ont jamais eu l'occasion de s'adresser à leur élite. D'accord, on va revenir tout à l'heure. Oui, on viendra dessus. À un moment, ça explose. Donc, c'est quitter maintenant sur le champ, sur le terrain, pour se retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, il y a un prolongement de tensions en longueur de journée. C'est des insultes, des propos haineux. Le tribalisme a élu domicile pratiquement sur les autres médias et ça renforce cette tension sociale, ce qu'on n'avait pas avant. Si on laisse le premier sujet, celui qui a les mouvements sociaux liés au cadre organisé, les entreprises, les milieux entre le PAC, la question du PAC, la question de la participation qui a été minimisée. Et puis dans les PAC, il n'y a pas que la participation, il y a aussi de la prédation
qui est parfois déguisée, la prédation foncière qui est déguisée. C'est pourquoi, quand il y a ce problème dans le Mayo-Tchanaga, nous interpellons les autorités sécuritaires de premier plan à travailler avec le chef de l'État pour l'informer totalement sur cette question du parc, sur l'opportunité même, parce que parfois les acteurs qui apportent les projets de parc ne sont pas des acteurs qui ont... ONG, hein. Oui, quand c'est surtout les ONG, elles ne viennent pas dans l'intention de véritablement protéger la forêt. Il y a beaucoup d'éléments... Il y avait des éléphants en divagation, il fallait trouver un endroit pour les Ça, traiter, et puis que c'est les raisons qui ont été officiellement, données. l'île, c'est ce qu'ils annoncent. Officieusement, ils font autre chose. Donc, quand il y a des sujets pareils, et nous demandons toujours aux autorités sécuritaires de faire leur travail à fond. Parce que malheureusement, parfois, le renseignement et même la police est manipulé à des fins privées. Donc, il faut qu'il y ait un travail de fond dans le Mayo-Tchanaga. À partir du moment où les populations... Kani. Le Mayo-Danaï, pardon. Kani, pardon. Guidiguis. Mayo-Kani. À partir du moment où les populations sont dans la rue, les forces de sécurité doivent travailler à donner toute l'information au chef de l'État pour qu'on sache quelles sont ces ONG qui prétendent vouloir protéger les populations. Je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, il y a un génocide pygmée dans la zone de Campo, avec un parc qui a été sollicité, qui a été d'ailleurs validé, où on dit qu'on protège l'écosystème, mais on est en train de faire sortir les pygmées de la forêt. Or, les pygmées ont une pratique, ils ne doivent pas voir leur tombe. Les pygmées qui voient les tombes meurent. C'est un phénomène culturel chez eux. Ils ne doivent pas voir là où leur semblable est mort. Et malheureusement, on les acculture et on est en train de pratiquer un génocide culturel, un génocide humain. Bon et fort, non? C'est un génocide, Madame Piedou. Le nombre de morts, j'ai travaillé avec une chercheure qui est sur le sujet et c'est là où on a compris qu'en fait, le taux de mortalité des pygmées était en constante hausse depuis que ce projet de parc est en cours. Donc, ce parc, par exemple, de Campomam, il faut le revoir. L'État doit revoir parce qu'on ne peut pas perdre les pygmées. Qui sont les pygmées? Au-delà de tout ce qu'on dit, les pygmées sont les gardiens de la préservation, du savoir ancestral sur la préservation de l'équilibre de ces écosystèmes. Et même, ils sont aussi les gardiens d'une tradithérapie qui fait l'originalité de l'Afrique. Mitterrand a amené les pygmées danser à l'Élysée. Même si les Occidentaux aiment se moquer de nos pygmées, disent « Oh, les Africains croient des choses », Mitterrand les a amenés danser parce qu'il voulait un nouveau mandat. Et les pygmées ont dansé, il paraît que ça a eu un effet. Donc, ces derniers sont porteurs d'un savoir. Maintenant, revenons sur la question du discours haineux. En fait, sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que la construction, et nous sommes fiers parce que nous, panafricanistes, nous avons essayé de travailler contre ces mouvements. La construction des révolutions de couleur au Cameroun était en cours dans les réseaux sociaux. Elle est d'ailleurs toujours ambiante dans les réseaux sociaux. Le phénomène de révolution de couleur, c'est quoi? C'est donner l'impression qu'on se bat pour un idéal démocratique, mais en fait, on se bat pour un agenda de grande puissance. Un ensemble d'acteurs tapis à l'étranger développe sur les réseaux sociaux un discours suivant lequel, au pouvoir, vous avez une tribu. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous verrez. Même une star internationale de la musique. Je ne vais pas le citer pour pas créer... Voilà, mais tout le monde le connaît. Il est gros représentant de la musique camerounaise dans le monde et il se répare avec un discours haineux. Et personne n'en parle. Quand c'est lui qui tient ce discours, tout le monde, il a pris la nationalité ghanéenne. Tout le monde dit, ah, c'est la star, il parle bien, vous dites, hein? Il défend. Vous avez un autre qui est un grand rappeur, il tient des discours pareils. Il y a des acteurs, quand vous faites une sommation, vous allez voir que ce condensé-là vous entraîne dans un mouvement qui est un peu étrange dans la diaspora. La fameuse brigade anti, je ne leur ferai pas de publicité, mais beaucoup comprennent. Donc, ces acteurs développent un discours haineux qui est repris par un ensemble d'acteurs comme étant un discours politique. On vous dit que c'est un discours politique. On vous présentera une telle, on dit c'est la nièce de Mebengo, l'ancien ministre Mebengo. On dit c'est sa nièce. Et si elle tient un discours haineux... Ah ouais, le lien avec cette la construction de la révolution orange au Cameroun devait cristalliser l'opinion autour d'une injustice communautaire. D'accord. Et, par exemple, vous avez parlé du Nord. Aujourd'hui, les mouvements dans le Nord sont aussi le fruit de cette construction. C'est qu'il y a eu un moment, l'instrumentalisation de la misère du Nord dans les réseaux sociaux.
on a présenté le Nord comme étant l'enfant abandonné du pays. Dans les réseaux sociaux, on a créé une embolie de la misère du Nord. Je vais dans le Nord de temps en temps. Le Nord connaît autant de problèmes que dans le Sud. Et le Nord a aussi des endroits aussi beaux que dans le Sud. Quand vous allez à Garoua, je crois que le grand frère Gandhi, qui est là. Quand vous allez à Garoua aujourd'hui, j'ai pour habitude de dire la plus belle ville du Cameroun aujourd'hui, c'est Garoua. Donc, vous avez l'instrumentalisation de cette misère. Et vous avez ces acteurs qui ont construit au fur et à mesure dans les réseaux sociaux un discours suivant lequel tout changement au Cameroun ne peut provenir que par la violence. On l'a compris. Donc, ce discours prépare à ce que vous êtes en train de décrire. Alors, est-ce que les acteurs dits politiques, parce qu'il y a des acteurs politiques irresponsables qui reprennent et se réapproprient ce discours, est-ce que les acteurs politiques devraient vivre cela? Ou bien certains qui disent, nous sommes de l'opposition, et ils préfèrent observer comme ça et se dire, comme c'est pas contre nous, ça nous arrange. On s'arrête, non, on ne parle pas, on s'arrête pas, on n'écoute pas l'autre. Vous avez le temps allez-y. Alors justement, ça ramène à cette préoccupation d'un téléspectateur pour vous, Ama. Bonsoir Lille, 2025 est une année charnière avec la présidentielle en perspective. Le climat social sera assez bouillant. Toutefois, il faudra simplement éviter toute escalade. Il revient donc aux acteurs politiques de jouer régulièrement les apaisants. Lille, nous avons suivi l'actualité et nous avons suivi aussi les différentes interventions. Un message de Vicenzo, oui. Oui, ce qu'il faut comprendre, là nous sommes dans un cas social. Et quand on parle d'un cas social, nous tous nous savons ce que ça signifie. Et il n'y a pas seulement au nord, il n'y a pas seulement à l'extrême nord, et c'est partout au Cameroun. Et quand vous essayez d'analyser un peu la situation avec une analyse froide, vous verrez que je prends un exemple au pif concernant l'autoroute Douala-Yaoundé. Il fallait dédommager des gens. Je prends encore au pif le barrage de Naktigal ou de Memvele. Il fallait aussi dédommager certains riverains et tout ça les désintéresser. Tout ceci contribue justement à un climat social apaisé. C'est-à-dire, on invite tout ce beau monde autour d'une table, on les explique le bien fondé du projet. Il n'y a pas seulement ce parc qu'ils veulent créer à Guidigis. Nous avons combien de parcs dans le Grand Nord? Nous avons le parc national de Ouaza. Qu'est-ce qu'ils ont fait même pour cette ONG qui veut s'installer là-bas? Qu'est-ce que cette ONG a fait même pour préserver ne serait-ce que les espèces qui sont dans ce parc? Ça, c'est de un. Vous avez le parc de Boubanjida. Nous en avons tellement, que ce soit dans la région de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Maintenant, allez vouloir créer un nouveau parc. Mais il faudrait d'abord, il y a des prérequis. Vous ne pouvez pas aller exproprier. Parce que dans cette situation, il faut aller... je ne dirais pas avec un accent politique. Non. La politique ne peut pas résoudre ce genre de situation. Et l'administration aussi également, avec ce ton qui est donné, ne peut jamais arriver face à un peuple qui est meurtri, face à un peuple qui est exacerbé, qui est en perte de repères. Ce n'est pas possible. Ce que nous disons, c'est que dans chaque coin du Cameroun où il y a des revendications sociales, vous verrez que le premier doigt accusateur est pointé sur deux personnes. Si ce n'est pas l'élite, c'est l'administrateur. Voici les deux personnes. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, si vous voyez les mots forts que vous dites, que vous venez de dire tout à l'heure, que ces gens utilisent vis-à-vis de leurs administrés, mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, même s'il y a un décret du chef de l'État, même s'il y a le décret du Premier ministre du parc, même s'il y a une nécessité, il y a un bien fondé pour la population. Si la population n'est pas concernée, si la population ne se sent pas impliquée dans le projet, mais c'est un projet foireux, je suis désolé. Justement, maintenant, on veut donc coller à tout ça à une année électorale. Non, l'année dernière, par exemple, nous étions en 2023. Ce n'était pas une année électorale, 2024 plutôt. Ce n'était pas une année électorale, mais il y a eu des tensions, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, ainsi de suite, avec de l'autre côté, à l'extrême nord, entre les Mousgoum, Arabes, Choua et tout ça, ce n'était pas une année électorale. Mais la particularité, par exemple, au niveau de l'extrême nord, c'est que, vous l'avez décrit tout à l'heure, quand vous faites le tour, par exemple, de la région de l'extrême nord,
à un certain moment, vous vous arrêtez en vous disant que ça ne sert à rien de continuer. Parce que ce peuple, c'est automatique, ce peuple se sent lésé. Ce peuple n'est pas écouté. Par qui? Par ceux-mêmes qui sont chargés, c'est-à-dire d'éduquer. On parle du partage du gâteau national. Hein. Non, l'élite d'abord. L'élite d'abord. C'est l'élite d'abord. Parce que c'est le discours qui revient aussi. C'est l'élite d'abord. Parce que quand vous voyez toutes ces différentes... Parce que toute religion compte d'abord sur son élite. Vous verrez, comme je vous ai dit, c'est d'abord l'élite. Oui. Après l'élite, vous avez des administrateurs. Je vais vous donner un exemple aussi banal. Dites-moi dans quel texte au Cameroun où quand un préfet est nommé dans un département ou un sous-préfet dans un arrondissement, pour la tournée de prise en contact, de prise de contact, le sous-préfet, l'administrateur civil revient avec des, je ne dirais pas des cadeaux, mais des fortunes. Vous avez un préfet, quand il sort d'un département, moi j'ai vécu ça chez moi dans le département du Mayo-Tchanaka, mais la résidence du préfet a été transformée. Non, monsieur Ivabama, c'est ça alors qui fait fâcher la population. Quand vous partez pour la tournée de prise en contact, dites-moi c'est dans quelle loi est-ce qu'on doit donner des bœufs? On a vu les papiers circuler. Non, dans quelle loi est-ce qu'on a dit... Non, attendez, Ivabama. Je veux donc vous expliquer, quand vous avez autant d'éléments parfois qui font en sorte que ça révolte la population. Déjà, nous sommes dans l'extrême nord. Tout est extrême là-bas chez nous. L'extrême pauvreté, quand c'est la saison pluvieuse, c'est l'extrême inondation, quand c'est la saison sèche, c'est pareil. Donc, je ne dirais pas que les autres régions du Cameroun sont épargnées, non. Moi, je vois le problème d'une manière globale. Je ne peux pas prendre une seule partie, mais sauf que ce que nous déplorons, c'est parce que les administrateurs n'écoutent pas, même les chefs traditionnels. Vous ne pouvez pas aller dans un village où le chef traditionnel sait qu'il est auxiliaire de l'administration et qu'il vient vers le sous-préfet. Je prends un exemple. Il dit au sous-préfet, voici les problèmes auxquels je fais face, ma population fait face. Mais comme c'est toi notre patron, essayons de voir ça. Mais le sous-préfet lui répond comme s'il s'était, peut-être il était son enfant. Et vous avez toutes ces genres de tensions. Ça alimente les tensions. Ça alimente. Et du coup, ce n'est que ce que nous vivons là. Comment on fait donc? Parce qu'il faut bien évoluer. On a déjà planté le décor avec ce qui se passe actuellement. Il y a des téléspectateurs, un peu comme sur la page de Canal 2, Hervé Ndjo, qui dit c'est juste une prise de conscience, que le parent redevienne parent, que l'enfant le soit, que l'enseignant le redevienne et que le communicateur ne soit plus suspendu à la poche de l'autre, mais au service de la stabilité sociale, etc. Donc, il faudrait à un certain moment qu'il y ait une prise de conscience générale et pour amener à alimenter un climat apaisé. Oui, je voudrais d'abord répondre à un certain nombre de choses en disant qu'en réalité, quand on parle de l'année électorale, ce n'est pas pour dire que les années précédentes, il n'y a pas eu de problème. Mais vous allez vous rendre compte que le moindre problème qu'on a cette année qui se pose est décuplé. Les acteurs politiques le récupèrent et en font un chant sur les réseaux sociaux. Cette affaire du PAC, si je vous en parle, vous voyez, si je vous en parle, c'est que dans les forats politiques où nous sommes, j'ai vu des choses, j'ai vu l'exploitation que les gens en font et je me suis dit, et heureusement, vous avez dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec vous, c'est un problème social. C'est-à-dire qu'il y a des situations qu'on ne devrait pas politiser parce qu'elles touchent autant vos militants que les nôtres, tel. Donc il faut qu'on mène une réflexion vraiment sincère là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je voudrais, s'il te plaît, je vais en venir à ce qu'on fait. Je voudrais également dire un mot sur le discours haineux dont il a parlé tout à l'heure, avant de revenir sur ce qu'on fait, de chuter là-dessus. En fait, pour dire que le discours haineux est la responsabilité des politiques. Certains acteurs politiques. Et je n'épargne aucun parti. Vous avez sur la place des partis politiques qui, à la moindre critique, transforment, c'est-à-dire que dès que vous faites une critique contre eux, ils décident que, vous ne les avez pas critiqués, vous avez attaqué une communauté. Vous en avez qui... on a cité vos confrères, c'est-à-dire que vous faites un débat et le débat tourne au désavantage de certains. On décide, voilà une télévision 1000 collines. Il faut qu'on arrête avec la surenchère. C'est comme si certains cherchaient à se donner une immunité sur la scène politique. Certains acteurs... Mais vous n'êtes pas épargné, hein? Je vous ai dit, vous-même, vous n'êtes pas épargné. Lille, parce que c'est un mélange de tout. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas... citer en citant aussi pour vous. Non, Lille, quand tu dis... Équilibre. Si non, vous je ne veux pas faire l'équilibre. Je ne veux pas faire faire l'équilibre parce que je n'ai pas cité un parti politique. Je dis qu'il y a des acteurs, je parle de manière impersonnelle. Si j'avais cité, il fallait me demander de citer le RDPC. Je dis qu'il y a des acteurs, vous les attaquez, ils disent, vous avez attaqué tel.
vous avez fait ceci ou cela. Il faut qu'on arrête avec cette façon de faire. Qu'on sache qu'on est sur la scène politique, on s'attaque, on se dit un certain nombre de choses. Quand vous prenez des questions comme le tribalisme au Cameroun, le discours de haine, si on se regarde dans les yeux, est-ce qu'il y a un parti qui peut dire qu'il en est épargné? Est-ce qu'il y a une famille au Cameroun qui peut dire qu'elle n'entend pas un certain nombre de choses? Il y a des problèmes qu'on doit d'abord reconnaître comme nos problèmes à tous. Dès qu'on a reconnu comme nos problèmes à tous, on commence à dire, OK, on les soigne comment? Et la meilleure manière de les soigner, c'est quoi, Lille? La meilleure manière de les soigner, c'est que les acteurs politiques deviennent ou redeviennent des pédagogues. C'est-à-dire que dans toutes les formations politiques, qu'on fasse des écoles et que dans ces écoles, on tienne le discours républicain aux uns et aux autres. Formation. Deuxième chose, que les acteurs politiques évitent la surenchère. Quand il y a une situation qui se pose, qu'on se dise, OK, comme la situation du parc tout à l'heure, et j'ai mis son rappel à l'ordre, qu'on dise, OK, cette situation-ci n'a pas vocation à être politisée. Parce que c'est une situation qui touche à toutes les couches de la société, à toutes les classes, à tous les partis. Vous voyez, il n'y a pas un moment où, quand s'il y a, par exemple, on parle des éléphants qu'il faut protéger, quand un de ces pachydermes sort et qu'il vient faire les dégâts au quartier, vous n'êtes pas sûr que quand vous êtes du PCN, il va éviter votre maison, il ira faire les dégâts sur la maison du RDP, d'un militant du RDPC ou de tel, non. Il y a des problèmes sur lesquels et il y a même aussi le rôle de l'administration. Voilà. Et maintenant, il y a les médias. Il faut que les médias soient responsables, que les médias nous aident, Lille. Les médias ne peuvent pas en permanence organiser... Oui, les médias ne peuvent pas en permanence organiser des débats où on vous dit, on vous montre un acteur comme l'acteur détesté, parce que depuis au moins 2 ou 3 ans, on fait passer les militants du RDPC pour des gens à qui il faut tout dire, les gens qu'il faut abattre, au point où vous avez des gens qui les insultent sur les plateaux de télévision et tout le monde applaudit. Vous n'avez pas fait des procès d'intention parce que non, c'est pas des procès d'intention. Lille, c'est pas des procès d'intention. Je parle pas de Canal 2, mais tout ce que je suis en train de dire, tous les acteurs autour de la table le savent. Quand vous avez un débat du dimanche où un militant du RDPC s'est copieusement fait insulter, allez sur la toile et voyez qu'il y a... Mais vous êtes libre aussi de prendre des dispositions à votre niveau de votre parti politique. Lille, c'est pas... Non, laissez-moi défendre ce qui est normal. C'est pas de dire qu'il faut prendre des dispositions pour défendre le parti. Je prends des positions républicaines. Je n'accepterai pas ça pour un militant du PCRN. Je n'accepterai pas ça pour un militant du MRC, du SDF. Attends, vous accusez les présentateurs? Je n'accuse pas les présentateurs. Ah, d'accord, ok. Je dis que... J'avais dit que c'est pas sur ce plateau. Si par exemple, Lille invite Yves Bama, qui vient sur le plateau, insulter copieusement ce compatriote du PCRN, mais que Lille prenne sur elle de ne plus inviter Yves Bama, qui vient insulter ses compatriotes sur le plateau. Non, il faut même d'abord laisser qu'on insulte. Voilà, en passant, voilà. On passe à autre chose. Donc il y a ces mesures-là qu'il faut prendre, que nous devenons tous sur la scène politique des personnes responsables. Si on ne peut pas tenir un discours responsable, sincèrement, qu'on s'abstienne et que les partis sachent choisir qui ils envoient sur les plateaux. Le problème aussi des tensions, ça revient du fait que vous arrivez sur les plateaux de télévision, un peu quand on est comme ça, il y a une thématique, vous laissez la thématique, vous allez sur autre chose. Mais là, on est sur la thématique. Hein? Non, je parle de façon globale. Je ne parle pas de vous, ni sur ce plateau, parce que ça ne se fait pas sur le débrief de l'actualité, vous le savez tous. Ça ne se fait même pas à Canal 2. Ça ne se fait pas. Donc, les gens, vous laissez les personnes aller en dessous de la table, chercher ce qui se passe dans la vie de tel ou tel, et vous laissez la thématique centrale, et ça devient justement des problèmes. Donc, il faudrait peut-être reformater le mindset des uns et des autres, et pouvoir capitaliser là-dessus. On fait comment pour sortir, pour apaiser ce climat? Ça bouillonne de partout. Lille, je dois terminer mon raisonnement tout à l'heure. Non, on ne va pas revenir dessus. Jonathan. Parce que ça va vous permettre directement. Je vous rassure qu'en moins de 2 minutes, vous aurez tous les éléments pour sur passer ce plateau, souffrez. On passe à la solution. Oui, souffrez, donc on passe à la solution. Alors, Lille, la construction d'une révolution de couleur au Cameroun, elle est aussi passée par un discours qui met un sursis sur la candidature du président de la République. Et c'est un élément. Je vais demander à Colas de couper votre micro si vous ne m'écoutez pas. Je suis désolée. Vous n'êtes pas venu ici. Non, je sais que vous êtes enseignant. S'il vous plaît, vous êtes un enseignant, ce n'est pas l'amphi ici. On passe immédiatement aux solutions. On aura le temps dans les amphis de faire ce que vous êtes en train de faire maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour apaiser les tensions? C'est tout ce que je vous demande. L'un des éléments, c'est le travail éducatif que demandait Yves. C'est un travail qui doit être un travail pédagogique qui est d'abord le premier travail aussi des journalistes. Parce qu'un débat comme celui-ci, c'est le moment d'apprendre. Que les Camerounais sachent qu'il n'existe aucun sursis sur la fonction du président de la République actuelle. Si le président a un âge avancé, 93 ans, 92 ans,
eh bien, cet âge n'est pas une limitation constitutionnelle. Ce n'est pas un argument que de dire parce qu'il a 92 ans, il devrait arrêter d'être candidat. Donc, il faut le challenger sur les idées politiques. Il faut arrêter de tenir ce genre de discours. Il est libre, il est libre de tenir ce son avis. discours, aller dans les réseaux sociaux, annoncer que s'il est candidat, il y aura l'hécatombe, ça envenime le discours de la haine. Ça envenime l'explosion de la violence. Ça met les gens sur des positions telles qu'ils se disent, eh bien, il faut qu'on se prépare parce que désormais, ça va dégénérer. Donc, pour terminer, si ce discours apocalyptique n'est pas maîtrisé dès maintenant, les acteurs politiques qui l'amplifient dans le champ politique seront aussi responsables, ils seront co-responsables des dégâts en termes de violence, de montée de violence dans l'espace public. On doit rentrer dans un discours policier, un discours qui respecte tous les acteurs politiques. L'âge d'un candidat n'est pas un argument politique. Ce qui fait la force d'un politique, c'est la proposition de valeur qu'il apporte dans le champ public. Et c'est aussi à ce moment, André, que l'État doit jouer son rôle. Parce que laisser aussi proliférer ces discours haineux, cette montée sur les réseaux sociaux du tribalisme, ces zones de tension un peu partout dans tous les secteurs du Cameroun, c'est de façon directe ou indirecte promouvoir cela. Donc il faudrait dès maintenant, comme on dit chez nous dans nos proverbes africains, il faut tuer l'enfant dans l'œuf directement. Naturellement, je commencerai par dire si le RDPC n'était pas l'émanation de l'UNC, le RDPC serait aujourd'hui un parti régional. Parce que le malheur que nous avons aujourd'hui dans la sphère politique, c'est qu'on connecte le parti politique à son leader. Ne nous ramenez pas dans l'histoire, on a fait le débat. Vraiment, on est en train de sortir des pistes de solutions. Bien, à son leader. Pourquoi? Parce qu'il y a une impréparation à la politique. Nos leaders aujourd'hui, vous allez entendre, l'UPC c'est pour les bassards. Non, ce n'est pas ce discours que nous devons tenir. C'est pour ça que je dis, si le RDPC était né aujourd'hui, on l'aurait connecté à son leader. Si vous avez deux propositions à faire pour les femmes qui nous regardent. Alors, aujourd'hui, il est question pour chaque leader de l'opposition. Seulement? Je commence par là. D'accord. Chaque leader de l'opposition de commencer à mener une campagne de sensibilisation, pas de ses militants, mais du peuple camerounais. Parce qu'avant d'appartenir à un parti politique, on est d'abord camerounais. Que chaque leader de l'opposition tienne ce discours aux populations camerounaises, discours contre tout ce qui crée un dérapage entre les Camerounais, entre eux. Deuxième point. Deuxième point. Nous devons aujourd'hui savoir que la politique existe. Comme quelqu'un avait dit, la politicien aux politiciens. Nous sommes d'abord Camerounais avant d'être les acteurs politiques. Nous devons commencer aujourd'hui à donner ou alors à léguer un héritage positif à la nouvelle génération. Parce que l'échec d'aujourd'hui peut avoir un impact sur les générations à venir. Les enfants que nous avons aujourd'hui devront demain prendre le relais. Et c'est eux qui feront le Cameroun de demain. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Si nous avons failli, nos enfants ne devront pas faillir. Laissons à ces enfants aujourd'hui un héritage qui reflètera ce que nous avons été avant. Moi, je vais vous dire, Madame Pidjou, en 2 secondes, je suis Bassa ou alors Bassor de l'arrondissement de Nyanon, département de la Sénégal-Maritime. Mes amis depuis l'école maternelle jusqu'à ce jour, ce sont les Bamileke. On a compris. Merci à vous. Alors, aujourd'hui, il faut également permettre à ces autorités, acteurs de la société civile, d'ajuster d'autres stratégies en fonction des résultats et des feedbacks sur le terrain. Oui, là, nous sommes directement sur les pistes de solutions pour sortir définitivement. Oui. Comme piste de solution, déjà, je dirais qu'il faut que les autorités locales cessent d'imposer aux populations leur choix. Ça, c'est de deux, redéfinir les valeurs. Et de trois, nous pouvons aussi créer un environnement qui va encourager, qui va permettre aux différents acteurs de dialoguer. De quatre, vous pouvez également prôner le dialogue inclusif. Créer un environnement des opportunités pour qu'il y ait un développement réel.
Parce que tout ce que nous décrivons aujourd'hui, crise sociale et autres, ce n'est autre que le développement. Si vous avez reçu un bon discours, si vous avez des acteurs de développement qui ont déjà les différents signaux qui peuvent permettre à ce que dans un village, on a besoin des jeunes femmes, des jeunes filles, des brouillards, s'il faut le dire, dans un village, les mettre ensemble, organiser des causeries éducatives, participatives, et puis mettre à disposition de différentes opportunités pour un développement durable au niveau de nos différentes localités. Cela va permettre à éradiquer définitivement le phénomène des conflits qu'on voit un peu partout. Et que personne ne se sente lésé. Bien sûr, justement. ce n'est que ça. D'accord, et les autorités nous regardent. D'ailleurs, il y a certains qui ont réagi. Il y a également cette téléspectatrice, pour conclure, il faut donc une prise de conscience collective qui n'a ou qui peut faire renaître cette cohésion afin de contourner collectivement la crise qui nous sépare, et ce, depuis quelque temps, de façon numérique, c'est-à-dire avec l'appui des réseaux sociaux. Donc, il est important peut-être de trouver le moyen de réguler. Tout ce que l'on veut, c'est de rester dans le calme. Justement, je suis fier sur ce plateau quand Yves Bama a parlé de l'éducation de la masse. Je suis très heureux quand j'ai commencé mes pas en politique. Nous avons commencé par l'éducation citoyenne. Et que chez nous, on a l'école des cadres qui forment nos militants, ainsi de suite. C'est important parce que le Cameroun appartient à tout le monde. Il ne s'agit pas du Cameroun de Paul Biya ou de professeur Moïse Kamto, de Kamara Libi, c'est le Cameroun de nous tous. Yves Bama, homme politique, merci d'être venu sur ce plateau. Il y a plein de messages. Il y a beaucoup de messages qui vous concernent. Vous allez lire sur la page de Canal 2. Je sais, ce sont les insultes. Je sais de qui ça vient. Merci d'être venu. Ça vient de mes amis de Djibouti. Merci beaucoup. C'est ça le débat. Donc ne vous sentez pas heurté. On a besoin de gérer le temps et le timing. C'était plutôt très romantique. Le 14 février, c'est demain. Panafricaniste, André-Marie Bibou, merci d'être venu sur ce plateau. Demain, c'est Mathieu Fangwa qui sera là. Vous pouvez regarder cette émission grâce à Flaubert sur YouTube. Merci à toute l'équipe technique pilotée de l'autre côté par Colin Wonchouan. Je vous reviens, si Dieu le veut, la semaine prochaine avec d'autres invités. Bonne fête de la Saint-Valentin. Un amoureux qui sera là pour vous procurer de l'amour en information, c'est Michael Tipkio pour le 19h50. Demain, un autre amoureux sera là, Mathieu Fangwa pour le sport. Bonsoir.